Bonjour, il est 8h30, donc on va commencer. On est, dans un format atelier, qui dure 1 heure. Donc on commence à l'heure et on termine à l'heure parce que vous aurez, en fait un atelier qui va succéder. Il faut laisser, le temps aux participants et aux intervenants de pouvoir se préparer. Aujourd'hui, on est là. Merci beaucoup d'être tous là. Étant donné la durée de l'atelier, ce qu'on va faire, c'est que, on va pour le moment laisser les micros, fermés et si possible utiliser, le chat en fait pour poser les questions et Julie qui est connectée avec nous, va pouvoir, modérer les échanges, par rapport aux différentes questions qui seront posées. De toute façon, on va essayer peut-être de, privilégier les réponses en fin de présentation. Et si nous n'avons pas le temps sur la durée, de l'atelier de répondre à toutes les questions, en fait, l'idée de récupérer vos réponses vos questions par écrit, c'est de pouvoir vous répondre a posteriori, calmement, sans se mettre trop dans l'urgence. Donc, merci d'être là. Donc, vous êtes 16 à être connectés ce matin. On va parler de modèle économique ce matin. Du modèle économique résilient. Cette présentation s'inscrit dans le cadre d'Alteractif. Bien sûr, on est là pour pouvoir, dans ces ateliers, vous outiller, vous donner, le maximum de supports qui vous permettent de travailler sur vos projets, et de on va dire de pouvoir les formaliser, selon en fait les nouvelles donnes qui s'imposent un petit peu, qui s'imposent à nous. Voilà. Donc, je vais commencer ma présentation par un petit pitch de présentation. Donc la première chose, je suis Corinne Concy, je suis la fondatrice de Kaléidoscope, donc qui est à l'origine du concept interactif et du contenu et de la communauté interactif. J'ai 48 ans, je suis maman d'une petite fille de 18 ans et dans le cadre je suis de formation, agricole à la base, donc je suis ingénieure en agriculture et ça fait 25 ans que je suis au service de l'entreprise en Martinique, et en 2007, dans le cadre d'une transition professionnelle, j'ai décidé de créer Kaléidoscope. Kaléidoscope, c'est une, structure, d'appui, de l'économie sociale et solidaire qui accompagne les structures de l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat, social, engagé. Donc notre vision, c'est de faire émerger et d'accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs en Martinique et nous nous sommes fixés comme mission de rendre accessibles toutes les expertises nécessaires en fait à la réalisation de notre vision. Nos valeurs, c'est l'anticipation, la communauté, les compétences et bien que j'ai commencé l'aventure, seule, aujourd'hui Kaléidoscope, c'est une équipe, une communauté, de collaborateurs et d'experts associés et impliqués à vos côtés et à votre service pour pouvoir faire évoluer, vos projets. Donc nos métiers, nous sommes, incubateurs, fabricants initiatives, organismes de formation et cabinets conseils. Nous avons, une particularité, c'est que nous sommes cabinet conseil, labellisé par Martinique Développement, sur le territoire de la Martinique, justement pour l'appui à l'économie sociale et solidaire. Nous sommes membres de la communauté, émergence, donc la communauté des incubateurs et des fabricants initiatives de la VISE, que vous découvrirez en conférence demain midi. Et bien sûr, à l'origine et fondateur du concept d'Alteractif. Alors, on m'a posé la question, ce n'est pas un label national qu'on a décliné en Martinique, c'est totalement créé en Martinique, tout comme Kaléidoscope. Voilà, donc j'en ai terminé avec la petite présentation. On va passer dans le vif du sujet concernant cette notion de modèle économique. Et la question qu'on pourrait se poser au départ, c'est est-ce que la question du modèle économique est-elle encore d'actualité dans le contexte dans lequel on évolue? Donc cette petite introduction va vous apporter certains éléments de réflexion sur la façon d'aborder cette notion de modèle économique.
Donc, en termes de définition, le modèle économique est la manière dont votre entreprise va créer de la valeur pour vos clients, autrement dit, gagner de l'argent. Donc, il représente toute la stratégie globale mise en place pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Et ce qu'on pourrait indiquer, c'est que ce système, c'est un système en fait qui concerne une typologie d'activité économique. La différence qui me paraît importante de montrer, c'est qu'il faut quand même distinguer le modèle économique du plan d'affaires, parce qu'on fait régulièrement la confusion. Donc, on parle de modèle économique quand on parle de plan d'affaires, ou de plan d'affaires en parlant de modèle économique. Donc, le plan d'affaires, c'est le fameux business plan. Voilà. Alors, le modèle économique, c'est un concept qui permet de gagner de l'argent et créer de la valeur sociale. Le plan d'affaires, c'est une déclinaison concrète, chiffrée, opérationnelle du modèle économique ou business model. Le modèle économique, c'est une logique globale qui explique comment on va créer la valeur économique et sociale, qui met en évidence des facteurs différenciants de votre façon de fonctionner, voilà, et qui va clarifier l'offre par rapport aux besoins. Par contre, le modèle d'affaires, donc le fameux business plan, détaille la stratégie, les moyens, la situation financière, les résultats futurs escomptés et évalue des hypothèses. Donc, démontre la viabilité, en fait, du modèle économique. Donc, ça me permet de souligner qu'il n'y a pas de business plan sans modèle économique. Donc, il n'y a pas de plan d'affaires sans modèle économique. Donc, j'appelle, bien sûr, les porteurs de projets régulièrement à bien comprendre cette différenciation-là. On n'a pas forcément demandé, notamment au cabinet conseil, de leur faire un business plan si eux-mêmes n'ont pas travaillé en fait sur le modèle économique. Donc, du coup, le modèle économique se schématise, se projette, se conceptualise, alors que le plan d'affaires est un document formel plus ou moins standard. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se constitue dans des enjeux qui sont forts et que vous connaissez, bien sûr. La semaine alternative a posé en fait ces constats-là. Donc, on s'inscrit dans une logique de développement durable. Et dans cette logique de développement durable, on a trois dimensions à prendre en compte, le social, l'économique et l'environnement. Et voilà, dans les recoupements, en fait, se situer, nous, en termes d'enjeux, dans l'équitable, le vivable, le viable. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler d'entreprise sans intégrer ces trois dimensions et prendre en compte, en fait, ces notions d'équité, de prise en compte de santé et d'environnement et ces nouvelles façons de produire et de consommer qui vont tenir compte de l'environnement, de la dimension économique, bien sûr, et aussi de la dimension humaine et sociale. Donc ici, qu'on pourrait indiquer, c'est qu'on est en train d'évoluer d'un modèle, de la notion de modèle, à plutôt la notion de style, comment dire, qui apporte en fait déjà dans cette définition, cette notion de modèle économique, en fait une certaine souplesse. Donc le modèle peut apparaître comme étant un terme beaucoup plus encadré, mais la notion de style se rapproche davantage du mouvement, de la tendance, de la mouvance. Voilà. Donc, du modèle style, donc on va passer d'un entrepreneuriat modèle plutôt hiérarchique avec un esprit de compétition. Donc, du coup, gagner des parts de marché, voilà, hein, avec une logique où on va rechercher en fait la performance par rapport à ce qui nous entoure. Et puis, une notion qui est très importante, cette notion de cadre, de guichet, de groupe. Groupe d'influence, groupe coalition économique, etc. etc. Et là, on va évoluer donc, de ces modèles qui permettaient justement de définir plus ou moins ces modes de fonctionnement à plutôt en fait des communautés, des mouvements qui partagent en fait une vision, des valeurs, une mission, des principes d'action. Donc, un mode d'entreprendre hein, pour un objectif global commun de développement durable. Donc, on voit bien là, par contre, qu'on peut être tous différents, mais en fait, cet objectif commun nous réunit et nous engage dans la même direction. Alors, il y a quelqu'un qui a son
Il y a quelqu'un qui a son micro. Voilà, merci. Et donc voilà, donc du coup, on pourrait, enfin c'est bon, on pourrait, aujourd'hui, on évolue en fait, et on fait évoluer la notion de modèle économique, donc vers cette notion plutôt de style et de mode d'entreprise. Donc le modèle économique, aujourd'hui, pourrait, en tenant compte des objectifs du développement durable, être plutôt un style bio-socio-économique résilient. Donc le style va concerner en fait un certain nombre, un ensemble d'acteurs qui s'inscrivent dans la même mouvance. Le bio place l'humain en fait dans un milieu vivant qui ne se résume pas qu'à lui. Donc du coup, il faudra qu'il y soit attentif. Il doit pouvoir, par son activité, fertiliser ce milieu vivant, le protéger. La notion, le socio implique et prend en compte un ensemble de parties prenantes dans le processus de production. Et l'économique génère de la valeur économique, sociale et environnementale qui alimente et pérennise en fait le style, avec cette notion de résilience qui appelle, qui fait écho à cette capacité de résister au choc, d'accepter d'être soumis en fait à des transformations, à des contraintes, à des enjeux qui changent de plus en plus rapidement et qui ne peuvent pas toujours être anticipés. Donc du coup, cette notion de résilience va venir donner cette flexibilité à votre style bio-socio-économique, donc qui prend en compte l'ensemble des dimensions du développement durable, et donc va ne pas reposer en fait simplement sur l'entité ou la structure que vous allez créer, mais s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus large. Voilà. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, vous avez des questions. J'essaie de récupérer mon chat, excusez-moi, mais voilà. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ou des remarques que vous souhaiteriez avoir des précisions sur cette introduction? Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord, très bien. Donc, pas de questions, pas de remarques. Et donc, c'est clair. Donc, on va passer, bien sûr, quand on crée une entreprise, on se lance, on développe une activité, on veut changer son modèle ou son style. On veut trouver son style et le faire évoluer. Il nous faut, oui. Il y a juste une petite question avant que tu continues sur la notion une précision sur la notion de résilience. Alors, c'est la notion de résilience. Alors, la notion de résilience, par définition, c'est la capacité à résister à des chocs, en fait. Donc, du coup, quand je vais recevoir des éléments extérieurs à mon environnement ou à mon cadre de vie, mon cadre de développement économique, etc., ma résilience va consister à résister, en fait, à des éléments extérieurs qui vont venir perturber ce à quoi je suis habituée. Voilà. Donc, du coup, c'est plus un modèle, enfin, un style va être d'autant plus résilient qu'il va pouvoir accepter, qu'il va pouvoir résister, entre guillemets, à être soumis à des transformations, à des contraintes, à des enjeux qui ne sont pas forcément anticipés ou qui ne sont pas forcément internes à lui. Donc, par exemple, on est totalement dans le contexte avec la crise sanitaire liée au Covid, à la Covid-19. En fait, un modèle résilient, c'est un modèle qui a pu avoir cette agilité, cette capacité de trouver en fait dans son fonctionnement, dans ses parties prenantes, dans on va dire la proximité de sa mise en œuvre, de quoi en fait rebondir et réagir tout en restant en fait dans ce qu'on a défini au départ, qui sont les missions, la vision, les principes d'action, en fait, on va dire la charte d'engagement de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si mon explication est suffisamment démocratisée, entre guillemets, pour que ça puisse ça réponde à la question. Voilà.
Je crois que c'est bon, tout le monde a compris. D'accord. Nicolas, donc c'est Nicolas qui a posé la question. Excusez-moi, j'ai un petit décalage sur le chat. Nicolas, ça va en termes de réponse ou il y a besoin d'apporter des compléments? Non, ça va. Voilà. Donc du coup, on va continuer. Alors, sur les outils en fait qui nous permettent de représenter ce style, hein, ce style bio-socio-économique, on va avoir plusieurs outils. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'est connecté et qui n'a pas fermé son micro. Voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, la proposition d'outils, il existe plusieurs outils, en fait, pour pouvoir schématiser, travailler, en fait, son modèle économique, donc son style d'entrepreneuriat, son mode d'entreprendre. Et donc, il y a notamment un outil qui est très utilisé en stratégie, qui s'appelle le Canvas. Et le Canvas a été décliné selon différents points de vue, dans une logique en fait de recherche appliquée, en tenant compte en fait des évolutions qui se présentent à l'entreprise. Donc moi, là, je veux vous présenter un outil qui est le Canvas responsable développé par l'Université de Laval. C'est en plus un outil qui est interactif, donc qui est disponible en ligne. Et donc, ça va pouvoir vous faciliter dans votre travail de formalisation, de modélisation, en tout cas, de votre style de développement. Voilà. Donc, la définition, déjà, le Canvas, c'est un outil qui est graphique, visuel et qui permet de retranscrire de manière simple le style de l'entreprise, hein, par rapport à mon propos, et qui est adapté aux phases création et développement d'entreprise et d'activité. Et il est décliné selon plusieurs courants à partir d'un modèle de référence qui a été décliné par la communauté d'Alexander Osterwalder, donc dans un livre que je recommande à tous, qui est aussi disponible en ligne, qui est le Business Model Nouvelle Génération. Je vous ai mis l'image du bouquin, et donc qui est en fait un schéma de référence. Le Canvas responsable proposé par l'Université de Laval est une évolution en fait de ce Canvas qui va tenir en compte des nouveaux enjeux qui s'opposent en fait à une entreprise aujourd'hui, pour justement l'inscrire dans cette logique de développement durable. Donc il y a un lien que je vous ai partagé sur la présentation, mais que je peux vous mettre en chat. D'ailleurs, je vais demander à Julie de vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous l'aurez tout de suite après la fin de l'atelier. Et sur le site internet auquel vous allez accéder, vous allez vous retrouver en fait avec des outils soit disponibles en ligne pour être modifiés, des outils téléchargeables en format PDF qui peuvent être complétés. Voilà. Donc, comment il se présente, ce fameux Canvas responsable? D'ailleurs, avec l'outil, vous avez des commentaires explicatifs. Donc, nous, on n'est pas là pour refaire le fil à couper le beurre. Effectivement, avant que Laval sorte son modèle, on utilisait des modèles à nous qu'on avait adaptés. Aujourd'hui, je vous propose d'adopter le modèle de l'Université de Laval, parce que, en fait, il est très bien conçu. Et pour une première base, bien sûr, il ne se suffit pas à lui-même, hein. On verra ça sur les prérequis et sur les recommandations qu'on vous fait pour pouvoir alimenter en fait votre modèle. Et donc, vous avez une représentation par bloc qui représente les éléments importants de votre stratégie, d'accord, d'entrepreneur responsable, justement. Et donc, dans des couleurs différentes, les blocs qui peuvent être approchés de façon conjointe. Mais moi, je vous ai rajouté une précision
sur l'ordre dans lequel à remplir, entre guillemets, votre canvas. D'accord? Est-ce que ça s'affiche bien à l'écran sur vos ordinateurs? Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon pour moi. Ok, super. Donc, du coup, parce que je n'aurais pas forcément la possibilité de zoomer, ça me donnait du coup aussi la possibilité de passer sur Internet pour vous le montrer. Mais bon, vous aurez la possibilité d'en prendre connaissance à tête reposée et donc nous poser des questions a posteriori, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Le premier point, c'est la mission. Donc, en centrale, ce qu'on voit ici en violet. Donc, la mission, les valeurs et la vision. Donc, quelles sont la mission, raison d'être, la vision, aspiration et les valeurs, principes qui guident l'entreprise pour notamment s'inscrire dans la logique de développement durable que j'ai présentée en introduction et servir le besoin social qu'elle va adresser au travers de son activité. Ça, c'est le premier point, c'est le point de départ. C'est un socle, on va dire aujourd'hui, incontournable pour les entreprises du 21e siècle. Voilà, on va pouvoir le préciser aujourd'hui comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans le modèle, business model nouvelle génération, donc du coup qui inspire toutes ces représentations, ben, cette notion-là n'apparaissait pas du tout, en fait, en termes de représentation. Donc aujourd'hui, elle est située de façon complètement centrale sur votre outil. D'accord? Donc, premier point, mission, vision, valeur. Deuxième point, ici, les segments de clientèle. Donc, au niveau des segments de clientèle, quels sont les segments des clientèles qui sont ciblés? Quels sont les segments de clientèle les plus importantes? Et puis, oui, est-ce qu'il y a une... Voilà, le lien va vous être transmis. Je ne sais pas, j'ai une intervention, c'est juste pour pouvoir savoir. Et donc, du coup, quels sont les segments de cette clientèle, mais surtout, quel est le profil de cette clientèle, ses besoins, ses attentes, et puis quels sont les problèmes, frustrations auxquels elle est confrontée et auxquels vous allez chercher à répondre avec votre activité. L'autre élément, donc le point 3 ici, qui est important sur la notion de partie prenante et sur la notion de cible, on ne parle plus simplement de clientèle seulement, on va parler aussi d'utilisateurs et de bénéficiaires. Et donc, au-delà de la clientèle, il va y avoir d'autres utilisateurs de vos produits et services. Hein. Donc, par exemple, quand vous avez une structure qui cible une réponse aux besoins des enfants, en fait, ce ne sont pas les enfants qui achètent, ce sont leurs parents. Donc, est-ce que ce sont les parents qui achètent? En quoi cela impacte, en fait, la communication, par exemple, de votre structure, que même si mon offre est faite pour les enfants, c'est quand même les parents qui achètent. Donc, comment je vais les convaincre, en fait, de passer à l'acte de vente? Et au-delà des utilisateurs, il y a des bénéficiaires. Donc, est-ce qu'il y a des bénéficiaires qui sont autres que la clientèle? Et ces bénéficiaires-là peuvent être des personnes à handicap que vous embauchez, par exemple, parce que vous avez choisi d'avoir un modèle qui s'inscrit en fait dans l'économie sociale et solidaire et qui en plus permet l'embauche de publics sensibles, donc des publics qui sont soit par exemple à handicap ou des personnes qui sont en insertion. Donc là, du coup, on va prendre deux dimensions dans les publics servis par votre entreprise, celle de la clientèle, donc celle qui achète le service que vous allez mettre à disposition, et puis celle qui va bénéficier aussi de l'activité de façon directe ou indirecte. Et là, typiquement, ça peut être les salariés ou la façon dont vous souhaitez pouvoir faire appel à des compétences particulières ou sensibles. Voilà. Donc, une fois que ce point-là est évoqué, on va aller, alors ça c'est mon point de vue, hein, on va aller à l'autre bout de la matrice. Hein, donc, c'est pour ça que je vous ai mis les numéros ici, au niveau 4. Quelles sont les parties prenantes, autres que les partenaires clés, les segments clientèle, les bénéficiaires, etc., qui influencent
l'entreprise ou le secteur ou l'activité que vous voulez mettre en œuvre. Et là, par exemple, ça va être le gouvernement, les groupes de pression, les regroupements de citoyens, les utilisateurs ou les consommateurs d'une façon générale, les partenaires de territoire qui sont impliqués sur la dimension que vous prenez au travers de votre raison d'être. Donc, quelles sont leurs motivations, comment leur point de vue est-il pris en compte en fait dans ma façon de voir mon activité et même dans mes activités. Et là, cette dimension-là aussi, elle est d'autant plus importante, notamment dans le style bio-socio-économique. C'est vraiment là que va se situer le socio, avec cette capacité aujourd'hui pour les entreprises d'avoir recours non pas à une catégorie ciblée de ressources humaines des salariés, notamment des salariés, des actionnaires, etc. On va renforcer le rôle des fournisseurs, des clients, mais aussi d'une somme de parties prenantes qui vont graviter autour de l'activité et lui prodiguer cet ancrage que vous allez voir en fait dans votre atelier suivant. D'accord ? Donc, au niveau du 5, la proposition de valeur. Donc, en quoi consistent vos produits et services ? Quelles sont les caractéristiques de vos produits qui génèrent de la valeur et qui répondent aux problématiques des segments ou des besoins des segments de clientèle identifiés ici, des utilisateurs bénéficiaires identifiés ici et les autres parties prenantes que vous avez identifiées ici. Et après, on va décliner les canaux, par quels canaux ces produits et services arrivent à mes parties prenantes, les relations que je vais créer avec ces personnes pour les fidéliser notamment. Et puis, pour faire tout ça, les activités clés et les ressources clés que vous allez mettre en œuvre et les partenariats clés, notamment que vous allez engager avec des fournisseurs, par exemple, sur votre territoire, pour pouvoir, ou des partenariats pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. Et puis, du coup, ça va générer en fait une structure de coût et une structure de revenus. Donc, du coup, qui correspond en fait au style, au fonctionnement, aux relations avec les parties prenantes que vous souhaitez mettre en œuvre. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé, merci. Et la structure de revenus, donc du coup, comment effectivement les revenus dans l'entreprise vont être générés. Donc, quels sont les revenus annuels approximatifs et à quelle source de financement récurrente je peux faire appel pour faire fonctionner mon système. Donc, on voit bien là, par exemple, sur la structure de coûts, la structure de revenus, qu'on n'est pas là encore sur des chiffrages, on est sur des tendances et des modes de fonctionnement, mais qui ne sont pas forcément des éléments chiffrés précis. Je reviens à mon propos de début, on n'est pas dans le business plan, on est vraiment dans l'exposé de la stratégie. Et puis, les deux derniers éléments, donc 14 et 15, sont aussi des éléments nouveaux dans les représentations des représentations Canvas. C'est les retombées négatives et les retombées positives, en fait, de votre style, de votre mode d'entreprendre. Et donc, voilà, quelles sont les retombées négatives connues potentiellement des activités de l'entreprise, et puis quelles sont les retombées positives. Et là, on va essayer de mettre en exergue justement l'impact économique, social et écologique que va avoir mon entreprise. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a un certain nombre de prérequis avec cette modélisation. On ne peut pas rentrer dans une modélisation comme celle-là sans avoir une charte d'engagement social de son projet. Pourquoi, pour qui? On en a parlé en atelier marketing hier. Je ne m'arrête pas forcément là-dessus, peut-être pour ceux qui n'y ont pas participé à l'atelier hier, mais pourquoi, pour qui? Vision, mission, valeurs, principes d'action, objectifs. Analyse de l'environnement, bien sûr, PESTEL, et je précise détaillé, il ne s'agit pas de mettre des énoncés génériques, on va de plus en plus aller fouiller. Par exemple, dans la dimension environnement du PESTEL, on va notamment aller chercher des constats, des éléments probants, approfondis, qui sont notamment apparentés par un exercice qui a été fait en début de semaine d'alteractif avec les coworkers, qui est la fresque du climat. Et là, on va se poser pas simplement pour donner des généralités. La Martinique est dans un environnement sensible parce qu'elle est soumise à un certain nombre d'aléas naturels. Non, on va aller chercher vraiment les fondements et voir en fait
quels sont les éléments qui peuvent effectivement influer mon mode de fonctionnement et comment je peux apporter ma pierre à l'édifice, hein, pour pouvoir impacter positivement. Le troisième point, c'est la cartographie des parties prenantes, c'est ce qu'on appelle le persona. C'est-à-dire que je vais regarder que pensent, que veulent, quels sont les besoins de mes parties prenantes. Et au lieu d'adopter un point de vue qui est totalement personnel, je pense que ils ont besoin d'eux, etc. C'est vraiment de s'inscrire dans le quatrième point, donc une approche des parties prenantes, avec le cinquième point, un design de l'offre en lien étroit avec ses cibles bénéficiaires et autres parties prenantes. Donc là, on a des enjeux de construction de son style bio-socio-économique qui vont être un petit peu plus approfondis que de simplement répondre aux questions sur le modèle qui a été présenté. Et puis, autre élément, ce sont les recommandations que je vous ferai pour conclure. C'est qu'il faut challenger votre canvas en impliquant vos parties prenantes et conseils, votre représentation que vous allez pouvoir avoir du style, de votre mode d'entreprendre, de la direction dans laquelle vous voulez amener vos parties prenantes. C'est pas figé, c'est absolument pas figé. Et la notion de résilience, justement, appelle à cette élasticité et à cette capacité de rebond, à cette agilité. Et ça va vous être prodigué justement en impliquant les parties prenantes et en obtenant en fait leur point de vue. Donc, deuxième point, soyez à l'écoute de vos parties prenantes et ne cherchez pas à imposer votre perception des besoins et des solutions. Donc, ne vous isolez pas. Et bon, voilà, on rentre toujours dans l'éternel débat. Est-ce que je peux parler de mon projet, de ma stratégie, etc. Il y a une façon de le faire, mais plus vous allez évoquer votre projet, plus vous allez le présenter, plus vous allez utiliser en fait ces outils visuels pour pouvoir recueillir des points de vue, recueillir des questions, mieux vous allez pouvoir poser des fondements ou des principes d'action qui vont vous permettre d'avoir cette agilité, cette résilience. Le troisième point, c'est bien sûr de diversifier les points de vue. Et puis, quatrième point, c'est faites-vous accompagner dans cette démarche parce qu'elle est fondamentale. Un business plan, c'est un peu comme l'Argus qui prend une voiture dès qu'elle est sortie du garage du concessionnaire, hein. C'est valable dans la minute qui suit. Ça peut être totalement remis en cause. Par contre, votre style bio-socio-économique, c'est vraiment quelque chose qui va définir et vous prodiguer votre leadership, va prodiguer à votre équipe son leadership et cette capacité d'entraînement de l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées en fait par votre projet pour justement les impliquer et justement avoir cette capacité de résilience, hein. Cinquième point, c'est prenez le temps qu'il faut pour faire mûrir votre réflexion et appréhender tous les enjeux qui s'opposent à une entreprise aujourd'hui. Je reviens sur la définition business model, modèle économique, plan d'affaires, donc business model, business plan, entre guillemets. Ne considérez pas que ce sont des tiers qui peuvent écrire pour vous, parce que bon, voilà, vous êtes peut-être dans une logique au départ de levée de fonds, de besoin de financement. Il faut prendre le temps, en fait, de mûrir ces réflexions et donc d'avoir la possibilité d'identifier tous les enjeux qui se posent à vos entreprises aujourd'hui. Et justement, les échanges avec les autres vous permettront de changer de point de vue, de changer de prisme, voilà, et d'avoir des points de vue complètement élargis, peut-être par rapport à votre vision à vous. Et puis, la dernière chose, c'est de commencer par définir votre propre style. Le point de départ, hein, ce n'est pas le style opposable aux autres au sein de votre entreprise. C'est de définir votre propre style en utilisant le même outil. Et d'ailleurs, Alexander Osterwalder, après avoir développé un business model nouvelle génération, il a développé un ouvrage qui s'appelle Business Model You. Et en fait, Business Model You, c'est avant de pouvoir s'inscrire dans un style ou dans un modèle. Voilà, je vous laisse la liberté de choisir les mots qui vous vont mieux, dans un mode d'entreprendre. Il faut déjà que vous ayez défini votre style, et c'est d'autant plus important que vous ne serez pas crédible si vous voulez avoir cet effet d'entraînement, développement durable et vous inscrire dans le développement durable, ce qui est une nécessité aujourd'hui.
ce qui est vital aujourd'hui, si vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un de convaincu et vous-même, vous ne changez pas, vous ne modifiez pas vos pratiques, vous n'avez pas une approche, en fait, de ces enjeux climatiques, de ces enjeux écologiques qui sont à notre pente aujourd'hui de façon presque catastrophique. Si vous ne vous impliquez pas personnellement, vous aurez du mal à avoir cet effet d'entraînement sur vos équipes, sur vos partenaires, sur vos parties prenantes. Et donc, je vous recommande vivement de commencer par un modèle qui est vous, avant d'appréhender en fait ce modèle un petit peu plus global qui peut être celui de l'entreprise. Voilà. J'en ai terminé avec 6 minutes de retard, parce qu'on devait pouvoir terminer à 9 heures. Donc, du coup, si vous avez des questions, on peut aborder cet aspect-là tout de suite. Donc, du coup, Julie va peut-être me faire remonter les éléments qui sont dans le chat, parce que je n'ai pas tout. Merci Alors, beaucoup. juste avant, je vais te demander, est-ce que tu peux revenir sur la slide avec Il y a le lien? beaucoup de vent. Je suis obligée de t'interrompre, Julie, mais il y a beaucoup de vent autour de toi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Excuse-moi. Vas-y. Alors, je disais, est-ce que, avant de te faire monter les questions, est-ce que je peux te demander de faire repasser sur la slide avec le lien, que je puisse le noter et le transmettre dans le chat? D'accord. Et on a Nicolas qui pose une question sur comment peut-on évaluer cette flexibilité, résilience? Avons-nous des indicateurs pour évaluer cette capacité? Par définition, la notion d'indicateur cadre. Cadre, comment dire, dans le cadre de l'entrepreneuriat social, vous allez générer par votre activité non seulement une valeur économique, mais aussi une valeur sociale et ce qu'on va noter, indiquer comme étant une valeur d'impact. D'accord ? Et cette mesure d'impact se dissocie de la notion d'indicateur de résultat, de réalisation, par une approche qui est beaucoup plus qualitative. Et aujourd'hui, on a encore des travaux qui évoluent sur cette mesure d'impact social et environnemental. Et dans la mesure d'impact social et environnemental, on va aussi mesurer la capacité de l'entreprise à être durable dans le temps et à pouvoir mener sa mission sociale, la mission sociale qu'elle s'est fixée, durablement dans le temps. Voilà, c'est ce que je voulais pouvoir dire. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe des indicateurs précis concernant la résilience? Non. Ce qu'on va noter, c'est que simplement, si on pouvait identifier une façon de ressentir ou d'identifier cette capacité de rebond, en fait, que c'est ça, elle se verrait plutôt dans la pérennité de la proposition de valeur qui est apportée aux parties prenantes dans le cadre de la problématique qu'on a choisi d'adresser. Donc, ça ne relève pas, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, de votre situation juridique à vous en propre, pas tout à fait, en tout cas. Vous apportez une contribution à quelque chose qui est plus grand que vous, en fait. Et ça correspond à votre capacité dans un environnement changeant donné, donc à des chocs qui vont rapporter, on va dire, au style, au modèle, au mode d'entreprendre que vous allez proposer. Ça va vous permettre de surtout valider que, quels que soient ces chocs, vous arrivez à poursuivre dans le temps votre mission sociale et environnementale et surtout, vous continuez à servir ces populations-là. Je prends un exemple. Vous adressez, par exemple, des personnes fragiles, isolées, concernées par des questions douloureuses de la vie, comme la pauvreté, l'isolement, la maladie, les difficultés d'accès aux soins, etc., l'habitat insalubre. Voilà, on va multiplier les problématiques qui peuvent se poser à une population. Vous y arrivez tout seul et vous dites, écoutez, moi, je peux vous aider à sortir de ça.
Votre modèle prend un premier choc, ne fonctionne pas pour plein de raisons. Et donc, du coup, voilà, vous perdez votre capacité à financer votre activité, par exemple, c'est très simple. Hein. Et donc, vous ôtez, oui, pardon, à vos cibles et à vos bénéficiaires le bénéfice de la proposition de valeur que vous avez proposée. Imaginez-vous bien que des personnes qui sont déjà fragiles et sensibles, leur dire du jour au lendemain, ben, je peux plus vous servir parce que ben, j'ai pas bien géré ou j'ai plus les moyens ou telle enveloppe a disparu, tel partenaire m'a laissé tomber. Là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus vaste. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir s'entourer de parties prenantes qui ne sont pas forcément ma structure, qui vont peut-être justement apporter cet effet levier à ma structure pour que je continue ma mission. Donc, la notion d'ancrage de partenariat qui va être revue dans l'atelier suivant. Donc, je ne rentre pas forcément trop dans les détails. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir m'appuyer ou rebondir, m'appuyer sur mes parties prenantes pour continuer à apporter ce service aux personnes que j'ai choisi d'adresser. Ça ne veut pas dire hein, que je m'inscris non plus dans une gratuité, uniquement dans du bénévolat, etc., etc. Oui, j'ai un modèle économique qui se tient, mais justement, aujourd'hui, on ne maîtrise pas forcément les aléas, mais par exemple, la multiplicité des sources de revenus ou la multiplicité des parties prenantes que je vais impliquer dans mon mode de fonctionnement, dans mon style, va me permettre en fait d'avoir cette capacité de rebond et tout de suite d'identifier des solutions qui pourront être mobilisables. Et typiquement, pendant la crise liée à la Covid, on a eu, par exemple, la force du bénévolat. Vous voyez, cette dimension sociale différente, cette dimension humaine, ressources humaines, quelque part, qui est différente d'un fonctionnement classique, qui fait que je continue à implanter de la valeur à ces publics-là. Je ne peux pas forcément le faire avec une ressource peut-être salariée, pour plein de raisons. Je ne peux pas embaucher, on n'a pas forcément de flux financiers, etc. Mais la valeur des bénévoles mobilisés autour de ma mission et de mes valeurs ou même de mes partenaires vont me permettre de bouger les foules quelque part et de continuer à servir la mission que j'ai choisie, à laquelle j'ai choisi de m'attaquer avec mon activité. Donc, si je peux apporter cette réponse-là sur la façon d'évaluer cette capacité, elle se mesure, alors elle s'appréhende avec le conseil sur l'approche socio-économique en fait de votre modèle, avec toutes ces dimensions réunies. Et au fil de l'eau, vous allez être évité. Nous vous invitons à mettre en œuvre, dès le départ déjà, mais au fur et à mesure, ce qu'on appelle de la mesure d'évaluation d'impact, qui vous permettra de mesurer justement l'élasticité de votre modèle et d'aller chercher au fur et à mesure des partenaires, des parties prenantes qui vont voilà, consolider cet ensemble. Voilà. Alors, comment identifier vos partenaires? Il y a une question, là, il y a un atelier partenariat ancrage tout à l'heure, donc vraiment, je renvoie à cet atelier-là. Et pareil pour les partenaires et les parties prenantes. Donc, du coup, travailler notamment sur des outils qui vous permettent de cartographier et de pondérer en fait ces interlocuteurs-là. Est-ce que Persona fait référence à des typologies de personnes? J'ai envie de renvoyer la question à Julie, qui peut peut-être prendre le micro pour définir ce que c'est qu'un persona en tant que designer de service, Julie. Oui, excusez-moi, je remets le lien. Donc oui, effectivement, le persona, on utilise ce mot pour définir des grandes typologies de personnes, mais surtout qui ont les mêmes usages. Quand on commence un projet, on va essayer d'identifier pour qui on travaille. On va avoir c'est pas uniquement basé sur l'âge, la classe socio-économique, le métier, etc. Mais ça va être plus travaillé sur quels usages ont les gens et regrouper ces personnes par typologie d'usage. Par exemple, si on parle d'un voyageur, c'est quelqu'un qui peut y avoir un persona du type je voyage
régulièrement, toujours avec un sac à dos sur le dos. Et un autre type de persona va pouvoir être la personne qui voyage en hôtel à rester sur le bord de la piscine. Bon, voilà. Je fais des grandes généralités, mais juste pour montrer que les personnages sont des grandes typologies d'usage des personnes. Je ne sais pas si c'était beaucoup plus clair. Oui, donc tout ce travail se fait à partir d'une recherche utilisateur. Donc, aller observer les gens pour identifier. Ah mince, pardon, excusez-moi. Vous m'entendez mieux? Bon. Donc, alors, il y a du vent là où tu es, mais on t'entend très bien. Ouais, je suis désolée. Donc oui, donc François a donné une bonne définition qui dit que c'est basé sur la recherche utilisateur, les interviews et les personnes qu'on interroge et qu'on comprend. Et du coup, on peut en déduire tout ce dont je viens d'expliquer avant. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Julie, pour cette précision. C'est vrai qu'il y a un petit peu de vent autour de toi, parce qu'on n'est pas avec le digital, on est un petit peu à distance, donc mille excuses à nos auditeurs. Et donc, du coup, je ne crois pas avoir repéré d'autres questions. Si. Il y avait une autre question. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as tout à fait répondu sur la réponse précédente, mais sur comment identifier, alors il faut que je la retrouve, comment identifier l'ensemble des partenariats des parties prenantes. Alors justement, j'ai renvoyé, je ne sais pas si la personne qui a posé la question s'est inscrite à l'atelier qui suit, donc qui va se passer à 10h, sur justement les partenariats, l'ancrage territorial donc l'ancrage territorial et le sourcing. D'accord? C'est vrai qu'en économie circulaire, d'accord, Gonel, c'est toi, d'accord, très bien. En termes d'économie circulaire, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, on en a fait un atelier spécifique. Donc, justement, ça vous permettra de faire un focus sur la façon de cartographier vos parties prenantes, d'identifier vos parties prenantes, de les cartographier, d'évaluer leurs besoins et d'avoir une stratégie d'approche de ces parties prenantes, une stratégie de construction de partenariat avec elles, dans une logique de sourcing. Donc, le sourcing, c'est justement ce qui me permet, en fait, de créer mon service, on va dire la matière première, pas forcément que matériel, qui va vous permettre d'apporter de créer votre offre et de fournir votre proposition de valeur, en fait, à vos interlocuteurs. Et donc, du coup, on en a fait un atelier spécifique. Alors, peut-être que je proposerai encore à Julie pour lui faire des petites choses dans le chat. Pour ceux qui peut-être ne seraient pas inscrits à l'atelier, parce qu'on avait une problématique d'atelier complet, est-ce que Julie, tu pourrais mettre le lien de connexion? D'ailleurs, c'est même pas la peine, c'est le même lien de connexion qu'on a sur cet atelier. Donc, du coup, si ceux qui n'étaient pas inscrits veulent rester avec nous, revenir avec nous à 10h, c'est le même lien de connexion que l'atelier qui est en cours. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment ce focus sur le volet partenariat et cartographie des parties prenantes, comment on les identifie. J'ai vu une autre question, à partir du moment où on a des parties prenantes et des partenaires, comment on fait? Écoutez, c'est le même principe. C'est le même principe. Du coup, on va vous donner les outils pour vous permettre justement de qualifier en fait ces parties prenantes et ces partenaires et d'avoir une logique de mise à jour de cette qualification qui vous permettra en fait au fil de l'eau d'enrichir vos relations, de renforcer, de pérenniser vos relations avec vos parties prenantes. Voilà. Alors, comment remplir un cahier des charges? Alors là, du coup, je ne sais pas quel est le lien. Enfin, je ne vois pas tout à fait le lien avec la thématique de l'atelier. Donc, il faudrait peut-être préciser la question. Voilà. Luc. J'avais une question. Oui.
J'avais une question concernant le business model. Est-ce que ça tient sur une page, en fait? C'est une question simple, mais ou bien on peut avoir plusieurs pages sur les différents modules. C'est assuré, donc du coup, je n'ai pas tout compris. Désolée. Il faudrait répéter. Donc, je disais, Mhm. là, tu m'entends mieux? Oui, ça va. Je disais, est-ce que ça doit tenir sur une page? Est-ce que ça doit tenir sur une page ou bien on peut faire, parce que c'est pratiquement le business plan, Mhm. et, ou bien c'est juste, je ne sais pas si c'est clair. Alors, C'est une question simple, hein, c'est pas. non, c'est pas clair. Mais bon, c'est pas grave. En fait, dans la méthodologie, l'outil ne se suffit pas à soi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout se construit en fait dans l'échange et dans l'interaction. OK? Donc, je ne sais pas si je réponds à côté à la question, mais j'ai entendu par intermittence et par bégaiement, donc je suis vraiment désolée parce que la connexion n'est pas bonne. C'est pour ça qu'on vous demande d'essayer de passer par le chat pour formuler les questions. C'est justement pour ne pas avoir cet inconvénient-là. Mais tout se construit dans l'échange et dans l'interaction. Il n'y a pas forcément d'outils idéal, on va dire ça comme ça. Nous, ce qu'on vous propose, c'est avec notre expérience d'incubateur, c'est de dire, bon voilà, quand on amène des porteurs de projets à s'inscrire dans une réflexion par étapes, en posant les fondements de base, charte d'engagement, cartographie, état des lieux, perception de l'environnement, design de l'offre et des services et modèle économique ou style bio-socio-économique, en fait, on utilise des outils plus ou moins qui sont adaptés, on les adapte en fait à notre contexte. Et donc, du coup, il existe des modèles qui peuvent être utilisés pour poser les idées. Mais dans tous les cas, moi, ce que je recommande, c'est toujours de confronter vos idées au plus grand nombre. Donc, à votre conseil, si vous êtes en incubateur, à votre incubateur, ceux qui sont en coworking, n'hésitez pas à travailler dessus et à le soumettre en fait à vos coachs. Ça, c'est ce principe-là, en fait. C'est vraiment d'enrichir par les points de vue multiples, variés, cet enrichissement de compétences plurielles, en fait, qui va vous permettre justement d'aller chercher cette résilience, pour revenir à cette question, et cette capacité de rebond, parce que vous aurez pris le temps de poser les choses et pas tout faire reposer sur la structure juridique que vous allez créer et vous. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus larges que ça. Voilà. Mais on peut en reparler a posteriori. Mes coordonnées sont affichées. Vous pouvez aussi vous connecter à nous par le site de Kaléidoscope, celui d'Alteractif, parce que dans le site d'Alteractif, il y a notamment des actualités qui sont très ciblées par rapport à la thématique. Et puis, bon, bien sûr, on est sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Mais voilà, le reste, le numéro de téléphone, je vous ai laissé mon numéro de portable. On peut toujours placer un rendez-vous pour en parler plus longuement, notamment pour ceux qui ne sont pas en coworking, et essayer de prendre des rendez-vous téléphoniques, etc., d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà. De quelle structure, Valérie? Donc, du coup, tu écris, une fois le business model économique circulaire rempli, peut-on le vérifier avec des intervenants de la structure? Alors, la structure, c'est quoi? C'est ton entreprise Alors, ou bonjour. voilà. Vas-y. Oui, alors en fait, moi j'avais déjà rempli un business model économique traditionnel. Donc, je vais, avec le lien que Julie nous a envoyé, je vais le remplir et l'adapter avec ce que j'ai vu hier en atelier avec Vivien, en atelier marketing hier. Mais du coup, en fait, est-ce que on pourra voir avec l'un des intervenants, soit toi, soit Julie, en fait, quelqu'un pour nous guider sur quelque chose qui correspond mieux aux valeurs de notre projet. Et la structure, ben, c'est Kaléidoscope ou Alteractif.
Alors, ça peut être kaléidoscope et interactif. C'est vrai que Oui. ce que surtout j'ai indiqué, c'est que faites-vous aider, faites-vous accompagner, mais le point de vue du conseiller, du consultant, je me donne toujours deux balles dans le pied, je sais. Le point de vue du consultant n'est pas exclusif, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de coupler les regards de différents experts. Donc, quelqu'un qui soit plutôt orienté stratégie, design comme Julie, ou qui soit orienté financement. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une représentation qui tient sur une page et qui me permet de dire, d'emmener avec moi, en fait, mes différents interlocuteurs pour leur expliquer ce que je veux faire de façon synthétique. Et cet interlocuteur, en fonction de sa sensibilité, va te permettre de challenger challenger, c'est-à-dire le réajuster, voir s'il est clair, etc., etc. Ça te permet de challenger ton modèle et le faire évoluer pour qu'il puisse être compris et surtout prendre en compte, par exemple, des choses que tu n'aurais pas forcément abordées ou pris en compte au départ. Donc, c'est très, très important d'avoir cette représentation, cette schématisation. Déjà, la schématisation, elle peut se travailler effectivement avec ceux qui accompagnent l'incubation de projets, que ce soit un projet de développement ou de création. Et comment ça s'appelle, le challenge de ce modèle, il va être d'autant plus facilité pour aborder des interlocuteurs financeurs, fournisseurs, partenaires de territoires de toute taille. Vous allez voir ça en atelier suivant, que justement cette modélisation, elle est bien établie et qu'elle constitue en fait un élément de langage et de présentation de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc du coup, pour répondre à ta question, la notion de vérification, c'est pas tout à fait cette notion-là que j'emploierais. C'est une notion de conseil, de recommandation, de vision, de point de vue, hein, bienveillant. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour dire c'est pas bon, ne fais pas ça, etc., etc. Mais plus tu vas soumettre cette représentation à des interlocuteurs différents, plus tu vas pouvoir en tester sa bonne compréhension par tous, par le plus grand nombre en tout cas, et en même temps récupérer les points de vue qui sont différents par rapport aux attentes des uns et des autres. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas que les conseils qui peuvent venir donner un avis. Au contraire, je vous recommande d'utiliser cet outil-là pour pouvoir approcher vos cibles, vos bénéficiaires, leur expliquer ce que vous voulez faire. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est schématique, il ne faut pas chercher à trop en dire. Voilà. Donc, écoutez, on a débordé d'une demi-heure. Je sais que c'est une thématique super, très, très importante. Donc, je laisse les coordonnées pour ceux qui ne sont pas sur le site d'Angri-Havla. Désolé, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis et on est frustrés de vous recevoir au fil de l'eau, de pouvoir avoir des échanges très fluides et très ponctuels avec des personnes qui seraient plus ou moins disponibles les uns et les autres sur les jours de la semaine. Mais n'hésitez pas à faire un mail, à appeler. On peut caler un petit rendez-vous téléphonique et avoir un échange avec vous sur la fin de la semaine. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie. On va s'arrêter là. N'oubliez pas tout à l'heure, pour vous reconnecter, c'est le même lien pour pouvoir accéder à votre atelier suivant qui va concerner les partenariats, le sourcing et l'ancrage territorial et qui vient compléter mon intervention et celle de Vivien qui a été faite hier sur la stratégie marketing. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.